merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Quels sont les titres de votre nouveau journal? Les voici en images dans ce sommaire. Retour sur la conférence de presse qui a eu lieu au gouvernement, présentation de l'ensemble des musiciens du Prince, célébration du 68e anniversaire de la création d'Israël, conférence consacrée aux chrétiens d'Orient, histoire et enjeux actuels. Nous reviendrons également sur le 10e anniversaire de la fête de la lecture qui a eu lieu au Jardin Exotique. Les petits chefs de leur côté ont cuisiné pour leur maman à l'hôtel Fairmont et puis présentation du Global Running Day. Nous resterons également dans le sport avec les Jeux scolaires athlétiques. Je vous le disais en titre, ouvrons cette édition avec la conférence de presse du gouvernement. Le ministre d'État et les conseillers ont convié la presse afin d'évoquer plusieurs sujets liés à l'actualité, comme vous l'explique Patricia Navarro. Pour sa première conférence de presse gouvernementale, Serge Tel a souhaité en préambule de son propos revenir sur ses premiers mois à la tête du gouvernement monégasque. Il a évoqué les grandes thématiques qui vont guider son action afin de garantir un État fort. Sécurité des Monégasques, négociations avec l'Union européenne, préoccupations pour les questions environnementales, garantir des finances publiques saines tout en s'ouvrant sur le monde sont les maîtres mots. Cette ouverture-là doit permettre de bénéficier à tous. Et seul l'État peut faire ça. Et un État fort, c'est l'État qui va permettre à tout le monde d'être protégé éventuellement de cette mondialisation, mais d'en bénéficier. Plusieurs projets d'avenir pour la principauté engagés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, sont en passe d'aboutir. Cette conférence de presse gouvernementale aura notamment permis de faire le point sur un dossier qui est au cœur de toutes les préoccupations dans le contexte international actuel, la sécurité nationale. Un projet de loi portant sur cette question devrait être à l'ordre du jour des prochaines séances du Conseil national. Les dramatiques événements de 2015, les attentats de Paris et ceux de Bruxelles, ont mis en évidence que des risques nouveaux, une menace nouvelle devaient être pris en compte. Et le projet de loi a effectivement pour objet, un des principaux objets, c'est de compléter les moyens dont dispose la police en matière de police administrative pour procéder à des opérations de renseignement, d'information qui sont les seules nécessaires et indispensables pour pouvoir prévenir d'éventuels problèmes, risques et attentats. Autre volet de l'action gouvernementale qui pourrait trouver une issue fin juin si le Conseil national vote 2 projets de loi allant en ce sens. Le télétravail pourrait être mis en place dès l'automne prochain pour des salariés français. Si l'on prend la moyenne européenne du télétravail, entre 15 et 20% des salariés, on peut penser effectivement que 7 à 10 000 travailleurs pourront être concernés, soit par des transformations de leur contrat de travail actuel en télétravail, soit par des créations de postes. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, notamment dans les PME, qui n'ont pas d'espace aujourd'hui pour engager. Or, la loi permettra de n'imposer qu'un tiers de présence au bureau. Dès la semaine prochaine, ce sont les négociations avec l'Union européenne qui vont se poursuivre très concrètement avec le déplacement à Bruxelles d'une délégation monégasque. Les enjeux sont importants. Ils portent par exemple sur la possibilité pour l'économie monégasque de s'ouvrir à ce marché, mais pas seulement. Le point qui pour l'instant est traité, celui sur lequel nous avons le plus avancé, et le second volet et le plus important pour nous, c'est la substance, c'est-à-dire l'application des 4 libertés à Monaco et dans quelles conditions elles seront appliquées à Monaco. C'est là où effectivement notre négociation doit être la plus pertinente et où nous devons obtenir des aménagements qui nous permettent de conserver les spécificités qui sont celles de Monaco aujourd'hui. À noter les bons chiffres budgétaires enregistrés depuis le début de l'année 2016 avec entre autres un excédent de recettes de l'ordre de 14 millions d'euros, l'arrivée d'une nouvelle application sur smartphone destinée à contribuer à l'attractivité du pays. Monaco Welcome recense de très nombreuses activités et facilités en principauté. Enfin, l'annonce de la distribution prochaine de ce sac bleu destiné à pallier la disparition depuis le 1er juin des sacs plastiques de caisse dans tout Monaco, avant une extension en janvier prochain à d'autres sacs plastiques et à l'horizon 2020, plus généralement, à tous les ustensiles plastiques jetables afin de contribuer ainsi à une meilleure protection de notre environnement.
Et retrouvez à l'issue de ce journal de très larges extraits de cette conférence de presse du gouvernement princier. Partons à présent pour Paris et plus précisément pour l'ambassade de Monaco en France où a été présentée une nouvelle formation. Il s'agit de l'ensemble Les Musiciens du Prince. José Sacré a assisté à la conférence de presse qui a permis de lever le voile sur cette nouvelle formation. José Sacré qui en a également profité pour s'entretenir avec le directeur de l'opéra. De nombreux journalistes spécialisés, français et étrangers, étaient présents mercredi 1er juin à l'ambassade de Monaco à Paris pour la présentation d'un projet artistique majeur pour la principauté. La création d'un ensemble de musique baroque, les Musiciens du Prince, un orchestre à géométrie variable, pour des concerts et des opéras qui seront donnés à Monaco et rayonneront ensuite dans toute l'Europe. Un projet ambitieux soutenu par Son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, le gouvernement princier, un projet initié par l'une des plus grandes stars mondiale de l'opéra, Cecilia Bartoli, et Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Malheureusement souffrante, elle avait annulé quelques heures plus tôt un concert à Paris. Cecilia Bartoli était absente pour cette conférence. Avec le talent qu'on lui connaît, Jean-Louis Grinda a su faire passer le message. Pour moi, c'est une des plus belles aventures artistiques de ma vie, puisque nous avons une collaboration qui va maintenant débuter pour les 5 prochaines années avec Cecilia Bartoli. Et au-delà de ce compagnonnage artistique, il y a la création d'un nouvel orchestre, les Musiciens du Prince, qui est amené à accompagner Cecilia Bartoli, donc des orchestres baroques, bien sûr, parce que nous avons déjà un orchestre en principauté. Donc cette nouvelle orchestre baroque est amené à accompagner Cecilia Bartoli en principauté, mais également dans ses tournées internationales. Et pour cette première saison, nous sommes gâtés. Donc il y a un premier concert le 8 juillet dans la cour du Palais Princier, qui sera le grand lancement des Musiciens du Prince, en présence du souverain d'ailleurs, et après des tournées internationales dès le mois de novembre qui nous amèneront de Londres à Munich, de Vienne à Amsterdam, alors avec le programme Handel du mois de juillet qui sera retranscrit au mois de novembre, puis une Cenerentola en version concert qui tournera dans toute l'Europe au mois de février, puis Ariodante au Festival de Salzbourg à Pentecôte et l'été, puis un disque et puis encore en concert la Donna del Lago, donc un projet tout à fait fou, absolument incroyable. Moi-même d'ailleurs, quand nous avons commencé à penser à ce projet avec Cecilia Bartoli, je n'imaginais pas que ça connaîtrait un succès aussi foudroyant et aussi excitant. Bien sûr, Cecilia chantera, et c'est son rôle numéro 1. Elle n'est pas chef d'orchestre. Elle anime artistiquement cet ensemble musical, elle le dirige au sens noble du terme, mais pas au sens de chef. Elle en instille quand même la pulsation, mais voilà, donc c'est quelqu'un qui va, bien évidemment, Cecilia est quelqu'un qui va chanter tous ses spectacles. Elle chantera Cenerentola, elle chantera Ariodante, elle chantera Donna del Lago, elle chantera tout le temps. On la sait passionnée par la redécouverte d'œuvres perdues, voire oubliées. Stéphanie, par exemple, elle a fait un disque formidable. C'est quelqu'un qu'elle a défendu et que personne ne connaissait. Est-ce qu'avec les Musiciens du Prince, à long terme, il est possible aussi de réaliser de tels projets ? Eh bien, c'est ça qui est merveilleux quand on a un nouveau projet, c'est que rien n'est interdit. Et quand on a une directrice artistique de ce projet comme Cecilia Bartoli, je crois qu'on va vraiment tout oser et qu'elle a une soif, une recherche de nouveaux répertoires qui est absolument inextinguible. Et voilà, donc on s'attendra à toutes les surprises en principauté, c'est aussi pour ça qu'on est là. Il y a 68 ans a été créé officiellement l'État d'Israël. Une cérémonie vient d'être organisée à l'hôtel Hermitage pour commémorer cet événement historique. À cette occasion, l'ambassadeur d'Israël en France et à Monaco était entouré par plusieurs hautes personnalités de Monaco. Je vous propose de l'écouter. Alissa Binoun est interrogée par Patricia Navarro. Les relations entre Israël et la principauté de Monaco, ce sont des relations très très fortes et dans beaucoup de domaines. Et pour nous, ce jour en spécial, c'est un jour très important parce que nous célébrons l'indépendance de l'État d'Israël et nous sommes très fiers par rapport aux réalisations et les derniers 68 ans. Et avec Monaco, il y avait toujours de bonnes relations. Aujourd'hui aussi, j'étais très chaleureusement accueillie et je vois que les Monégasques, ils sont des vrais amis d'Israël. Il y a un grand potentiel d'élargir les relations entre Israël et Monaco, notamment dans le domaine économique, scientifique. Israël est un pays start-up qui aujourd'hui a réussi de se positionner dans le monde, étant un pays qui vraiment a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la science. Et ici, il y a des intérêts que nous partageons et nous pouvons renforcer les relations.
et dans le domaine de l'environnement, je sais que c'est très important ici, aussi que c'est important pour Israël, mais aussi dans le domaine de la science, dans le domaine de la culture. Il y a une possibilité d'amener des délégations en Israël de Monaco. Pour moi, je toujours pense que lorsque on vient en Israël, on voit Israël tel qu'elle est, et pas seulement à travers des médias, le conflit israélo-palestinien, on a l'impression vraie de l'État d'Israël. Alors pour nous, nous allons nous engager pour organiser des délégations qui vont aller en Israël de Monaco. Et depuis bientôt 2 ans, Monseigneur Gollnisch est au service des chrétiens d'Orient et pour cause, il assume les fonctions de directeur général de l'œuvre d'Orient. Une conférence a été organisée à ce sujet au théâtre Princesse Grace mercredi soir. Je vous propose de l'écouter. Monseigneur Gollnisch est interrogé par Vanessa Dessy. Ce sont les chrétiens, je vais dire, des origines. Vous savez, le christianisme est né en Asie. Jérusalem, c'est en Asie. Et donc, après la Pentecôte, voilà, ce sont les chrétiens qui appartenaient d'abord au monde juif, puis ça s'est déployé dans le monde syriaque, donc dans un univers sémitique. Et l'origine du christianisme appartient à ce monde sémitique. Alors bien sûr, après ça, c'est venu en Europe. En Europe, ça s'est inscrit dans la culture latine à l'ouest, dans la culture grecque et slave à l'est. Mais l'origine, c'est le monde sémitique. Et donc ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des chrétiens d'Occident. C'est pas qu'il y a des chrétiens d'Orient. Nous venons d'Orient. La première demande que nous font nos amis d'Orient, c'est dites qui on est, dites qu'on existe, dites comment on vit, etc. Parce que vous savez, quand on est dans des conditions difficiles, le sentiment d'être oublié est très dur. Et je crois que d'autre part, il y a vraiment en Europe un désir de mieux les connaître. On sait qu'ils existent, ces chrétiens d'Orient, mais on ne sait pas très bien leur histoire, on ne sait pas très bien qui ils sont. Et donc on essaie de remplir cette mission, de mieux les faire connaître et aimer. Changement de registre. Comme chaque année, la lecture était en fête en principauté. De nombreux élèves des écoles de Monaco ont été conviés au jardin exotique. À cette occasion, l'association Je lis, tu lis, nous lisons a pu leur transmettre le goût de la lecture. Vanessa Dessy. Donner goût à la lecture dès le plus jeune âge, l'association Je lis, tu lis, nous lisons propose des séances de lecture aux élèves de primaire, d'une façon continue durant toute l'année scolaire, souvent aux heures de cantine. La démarche est axée sur le plaisir de lire, mais surtout sur la rencontre entre générations, car tous les intervenants sont retraités. Authentique cure de jouvence, de véritables liens affectifs se tissent avec les membres. Ils ont du temps. Ils peuvent aller faire la lecture, ce qui les intéresse bien, parce qu'il y en a certains aussi, étant donné qu'ils ne peuvent pas avoir de petits-enfants ou qui n'ont pas les petits-enfants à demeure, et c'est une manière à eux aussi de compenser un petit peu leur désarroi par rapport à la situation. L'association propose ces lectures en milieu scolaire depuis 16 ans. Traditionnellement, la fête de la lecture permet de clôturer l'opération. Cette année, et ce pour la première fois, cette rencontre intergénérationnelle a eu lieu au jardin exotique. On les reçoit pour la dernière lecture avec les grands-parents qui font de la lecture. Et ils viennent aussi avec leur famille qui prennent contact avec ces gens-là, puisque toute l'année on les a à l'école, mais on n'a pas les parents à côté de nous. Voilà. Donc comme ça, ils voient un peu l'intérêt et ils sont très ravis parce qu'ils savent qu'après, ils vont avoir un album pour l'été pour continuer un petit peu l'image de la lecture pendant les vacances. Et on leur donne un petit goûter pour agrémenter le tout. Voilà. L'association Je lis, tu lis, nous lisons, composée de plus d'une 60aine d'adhérents, est régulièrement représentée au Forum des associations en principauté. Restons avec les enfants, mais prenons une toute autre direction à présent, celle de l'hôtel Fairmont qui organisait mercredi un nouvel atelier culinaire destiné donc aux enfants. Quelques jours à peine après la fête des mères, c'était justement leur maman qui était à l'honneur. Christine Datomel et David Bernardi reviennent sur ces jolis moments de tendresse et de cuisine, bien sûr. 16 petites toques ont investi les cuisines de l'hôtel Fairmont pour 2 heures de cours de pâtisserie. Au menu, le fraisier. Aujourd'hui, on est sur le fraisier, on leur a fait découvrir les différentes fraises de la région. Bien souvent, on a des produits qui viennent de l'étranger, notamment des fraises d'Espagne. Et là, on a fait la fraise gariguette. Et aujourd'hui, pour vraiment mettre l'accent sur le produit régional, on a travaillé la fraise de carrosse. Donc là, on a des fraises à queue.
Là, à côté, qu'est-ce qu'on a comme autre fraise? La fraise est un petit peu différente. Entre gourmandise et douceur, les petites mains s'activent et répètent avec le plus grand sérieux les gestes du chef pâtissier Stéphane Delvert. Je pense que c'est une interaction entre la personne qui donne le cours et les enfants, et c'est plus les enfants qui vont donner la ligne conductrice du cours. Donc je pense que c'est surtout un échange et une communication. Faut pas oublier qu'on a de jeunes enfants et que ce ne sont pas des adultes. Donc il ne faut pas oublier le côté pédagogique, mais surtout le côté ludique, où il ne faut vraiment pas sortir du chemin de l'amusement. Et je pense que c'est un réel plaisir. Je pense que c'est très important de ne pas oublier la transmission du goût, des connaissances et par l'amusement. Je me répète souvent, mais c'est important d'avoir ces enfants qui connaissent les vraies choses, les vrais produits au travers de l'amusement. Après avoir goûté les fruits, les petits apprentis pâtissiers ont appris à préparer et à décorer un fraisier. Alors la fraise c'est pour les mamans, après il faut aussi dire que la fraise c'est un code couleur avec le rouge, donc le rouge l'amour. Donc on va travailler à la fois le produit et aussi avec un petit clin d'œil le produit de la saison et le rouge qui est quand même un signe de l'amour qu'on peut porter à toutes nos mamans. Génoise, crème, fraise et pâte d'amande, un dessert qui ne recèle plus aucun secret pour ces petites toques d'un jour qui se sont attelées à sa réalisation avec un brin de gourmandise, un soupçon de légèreté et avec surtout beaucoup d'amour. J'ai déjà fait beaucoup de choses pour la fête des mères. J'ai fait des trucs en pâte d'amande. Et là, on lui fait un fraisier. Puis c'est avec des fraises. Et comme elle adore ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux lui dire à ta maman? Que je l'aime et que pour moi, je suis la plus heureuse des petites filles. Je vais lui dire que je l'aime et que c'est la meilleure des mamans. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et que c'est la plus belle de toutes les mamans. Je t'aime, maman. Je l'aime très fort et c'est la plus belle maman que j'ai vue du monde. Je pense qu'elle n'a pas nécessairement la chance d'avoir des fraisiers régulièrement. Mais voilà, l'essentiel c'est que je l'aime et je pense que toutes les mamans ont besoin de ce message-là. Moi aussi je t'aime maman. Les enfants ont ensuite emporté leur création à la maison pour les offrir à leur maman avec en prime la recette et une vraie petite toque. Nous retrouverons les petits chefs dans quelques mois car le prochain rendez-vous est d'ores et déjà programmé. Les enfants célébreront cette fois Halloween. Et quasiment au même moment, alors que ces enfants préparaient de belles douceurs, d'autres se dépensaient en courant autour du Global Running Day, un événement organisé avec Paula Radcliffe. Et Frédéric Elion a dû courir pour les suivre. Voyez son reportage. Un tour de piste, un footing entre amis ou encore une course avec ses enfants, peu importe la manière, le Global Running Day, la journée mondiale de la course à pied, a pour but de partager sa passion du sport et notamment de l'athlétisme. Cet événement a rassemblé mercredi 1er juin près de 2 500 000 coureurs à travers le monde, dans 177 pays, dont Monaco. La principauté a mis l'accent sur les enfants qui ont pu courir sur un parcours d'Enfonvieille aux côtés d'une grande championne. C'est une initiative qui essaie de faire goûter la joie de la course à pied, de l'athlétisme à tous, tout le monde à travers le monde, mais principalement aussi aux enfants. Donc on a fixé comme cible d'essayer d'atteindre 1 million d'enfants à travers le monde qui vont tous essayer la course à pied aujourd'hui. C'était pas la compétition, mais juste pour prendre plaisir. On est allé courir par là-bas, mais je sais pas comment ça s'appelle. Pourquoi ? Parce que c'était une journée où il fallait faire courir 1 million d'enfants dans le monde. C'était trop bien. Pourquoi ? Parce qu'on a couru, on a vu tout, c'était cool. On était tous ensemble pour une fois, parce que d'habitude on est tous en groupe et donc on s'est tous rejoints. 70 enfants de l'école Saint-Charles ont couru le matin, une cinquantaine de scolaires a pris le relais l'après-midi, pour un footing donc, puis pour le traditionnel cours d'athlétisme au Stade Louis II, avec des initiations aux différents lancers, au haies et au sprint. Là on a fait le lancer de Cortex, après là on va faire le 120 mètres haies avec Jack. Et moi ça me plaît, j'aime le sport et étant petit, avec l'école je faisais aussi du sport et moi je suis très sportive, j'aime bien.
On a couru et on a fait des haies, on a fait plein de choses. Et sachez que la surface de la piste de Fontvieille est la même que celle de la piste du Louis II, mais en plus molle, moins traumatisante. Ce parcours de 800 mètres servira de piste d'échauffement aux athlètes des 1000 mètres d'Herculis. D'ici 3 ans, la boucle fera 1,5 km. Le 1er juin a été décidément un jour placé sous le signe du sport puisque Dominique Poulain a suivi de son côté les Jeux athlétiques scolaires. Il revient pour vous sur le parcours des élèves dans ce reportage. Le sport scolaire est à l'honneur au Stade Louis II. Les élèves de 7e des écoles primaires de la Principauté, qu'elles soient publiques ou privées, participent aux 26e Jeux athlétiques scolaires. Au total, ils sont plus de 300, encadrés par leurs professeurs d'éducation physique et sportive, à s'affronter dans des épreuves d'athlétisme individuelles et collectives. L'occasion aussi de rappeler à tous ces jeunes athlètes que le sport n'a pas seulement que des vertus physiques. Rassembler tous les élèves de 7e de la Principauté pour clôturer une année scolaire et pratiquer une activité ensemble avec les valeurs qu'on essaye de leur transmettre. Le partage, le fair play, les encouragements des uns et des autres. Voilà. Et puis c'est une fête de fin d'année, ça termine leur cursus primaire, ils vont passer au collège l'année prochaine. Et normalement, ils ont tous la possibilité de pratiquer cette activité au cours de leur passage en primaire. Au programme de la matinée, des courses de 50 mètres pour les garçons et les filles, des courses de 600 mètres, du saut en longueur, du saut en hauteur et un relais de 50 mètres entre 8 équipes mixtes. Dans les tribunes du stade, quelques parents venus suivre les performances de leurs protégés et d'autres élèves qui en ont terminé avec leur épreuve, mais qui encouragent leurs petits camarades encore sur la piste. Les élèves sont chronométrés et leurs sauts sont mesurés, mais l'essentiel n'est pas là. Cette matinée se veut être un moment de convivialité. Certes, ils doivent mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris au cours de l'année avec leurs professeurs, mais ils doivent aussi passer un bon moment, garder un bon souvenir de cette matinée. Ma stratégie, c'était quand dans le départ, il ne faut jamais partir premier. Parce que si on part premier, c'est celui qui va tirer le groupe. Donc il faut toujours rester dans la 2e, 3e place et attendre que les adversaires sont finis. Et donc après le dernier 200 mètres, j'ai vu que j'étais trop fatiguée et je commençais à courir plus vite que je pouvais. Ça s'est passé bien, je me suis amusée et c'est tout. C'est ta première fois que tu participais à ces Jeux athlétiques ? Oui. Et comment tu as trouvé ça ? Je me suis bien amusée et j'ai trouvé ça cool, très bien. Ce matin, on s'est amusé, on a fait le 600 mètres. Je suis arrivée 6e, au départ je partais premier, mais je suis arrivée 6e. C'est bien déjà. Oui, je suis contente. J'étais contre des difficiles encore et je suis pas dernier, c'est bien, c'est ça. C'est quand même bien d'être pas dernier. Et quand il y a des petits bobos, l'infirmière n'est jamais très loin. De même, le comité monégasque antidopage est présent pour mener une opération de sensibilisation auprès de tous ces jeunes sur les dangers du dopage. On ne commence jamais trop tôt et les mauvaises habitudes se prennent toujours très jeunes. Pas nécessairement à l'initiative des enfants eux-mêmes, mais l'entourage qui ne fait pas attention ou qui conseille telle ou telle chose. Et les enfants de 7e sont encore à un âge où l'entourage a énormément d'emprise sur eux. Et donc il est important que l'on puisse leur faire valoir que prendre un certain nombre de produits peut être dangereux pour leur santé à terme. Et nous essayons de les sensibiliser d'une manière aussi pédagogique que possible, mais aussi cordiale, parce qu'il ne s'agit pas non plus de les assommer avec des discours scientifiques ou moraux. Dès les épreuves terminées, les élèves ont droit à une petite collation avant la remise des récompenses. Comme lors des grandes compétitions d'athlétisme, les meilleurs montent sur le podium pour recevoir leur médaille.
Un mot de sport encore pour vous annoncer que comme chaque année, vous pourrez suivre dès samedi 17h sur Monaco Info et en intégralité le Mare Nostrum. Les commentaires seront assurés par Frédéric Elion et Olivier Nicolas. Vous aurez également rendez-vous dimanche pour les suivre en direct. La météo et ses prévisions n'ont pas d'impact sur cette compétition et pour cause, elle se déroule en intérieur, mais je vous livre tout de même les effets du ciel pour les jours à venir. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Vendredi 3 juin, un temps calme, moyennement ensoleillé, des températures proches des normales, comptées de 17 à 22 degrés. Samedi, pas de changement important, davantage de soleil le matin que l'après-midi. Dimanche, du soleil et quelques nuages sans pluie. Et lundi, un maintien d'un temps sec et beau, température qui devrait rester logique pour la saison de 17 à 23 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Et tout d'abord, un retour sur la conférence de presse du gouvernement princier qui a eu lieu ce 2 juin, suivi ensuite d'un magazine consacré à la victoire des jeunes de Monaco en finale de la Gambardella. À très bientôt.